Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TV 78, 26 minutes pour résumer l'actualité locale. Tout de suite, les titres de ce mercredi 9 octobre. Thales recrute ses futurs collaborateurs en afterwork. Le site d'Elancourt organisait cet événement hier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. 450 postes sont à pourvoir dans le groupe qui produit notamment plusieurs systèmes installés sur le Rafale. 1,2 million, le nombre de personnes concernées par le mal-logement en Île-de-France, région pourtant la plus riche de l'Hexagone. La Fondation Abbé Pierre s'alarme dans son dernier rapport publié cette semaine, les précisions à suivre. Et puis c'est dans 3 jours, le 26e festival de la BD à Buc se déroule samedi et dimanche. Nous en parlons avec nos invités, un événement, vous le verrez, qui se prépare depuis plusieurs semaines au travers d'ateliers. On débute donc ce journal avec ce sujet régional. Île-de-France en pleine crise du logement et des habitants plus pauvres. La Fondation Abbé Pierre pousse un cri d'alarme dans son dernier rapport publié cette semaine. Nos confrères de Via Grand Paris ont assisté à la divulgation de ce document. Regardez. Le mal-logement, un phénomène qui touche plus que jamais l'Île-de-France. Dans son rapport annuel, la Fondation Abbé Pierre alerte. 1,2 million de franciliens sont concernés. C'est environ un tiers des mal-logés de France. Et vous avez les formes les plus sévères de mal-logement, c'est déjà toutes ces personnes qui n'ont pas de logement, qui sont à la rue, qui sont en bidonville, qui sont aussi hébergées chez des tiers. Après, vous avez des milliers de personnes qui sont dans des logements très dégradés et qui vivent dans des conditions déplorables, notamment dans le parc privé, avec des taux d'effort très importants. Le prix moyen des loyers explose. Dans le privé, il est de 19,4 € le mètre carré, contre 12,8 ailleurs en France. C'est plus 52% par rapport à la moyenne nationale. Paris bat des records, avec 25,6 € le mètre carré. Les prix du parc social sont aussi plus élevés, comptez 6,6 € le mètre carré, contre 5 à 5,9 € dans les autres régions de France. Face à cette hausse des loyers, beaucoup de locataires ne peuvent plus payer. 41% des expulsions ont lieu sur le territoire francilien. On est sur les conditions, sur les difficultés de paiement, sur les procédures d'expulsion qui sont toujours à un niveau assez fort. Plus de 40 000 personnes, enfin environ 40 000 personnes en situation avec des décisions de justice pour prononcer l'expulsion. Donc c'est des phénomènes aujourd'hui qui sont toujours très importants. Aujourd'hui en Île-de-France, une centaine de communes ne respectent pas la loi SRU, loi qui oblige à construire au moins 25% de logements sociaux. Et pour parler du sujet, la Fondation Abbé Pierre présentera son éclairage régional dans plusieurs villes franciliennes, suivi d'une table ronde. Le rendez-vous est donné par exemple à Trappes le jeudi 24 octobre avec cette question. La dématérialisation est-elle un plus pour l'accès au logement des jeunes ? L'événement est dédié à l'innovation pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Le 3e salon Itonomie a démarré aujourd'hui au campus des Mureaux. C'est jusqu'à demain. Plus de 100 exposants sont présents sur place. Start-up, associations, organismes de formation pour proposer de nouvelles solutions sur l'autonomie. Une vingtaine d'ateliers de conférences animés par des experts sont également au programme. Les propos recueillis sur place par Manon Varaldo et Patrick Jacques de Dixmude. Bien, Autonomie a été créée, d'abord on a créé InVie, et InVie c'est de gérer un peu le centre entre les entreprises, les structures de formation, les patientèles et les futurs employés. Et à partir de là, à partir d'InVie, on a réfléchi complètement sur tout le problème du grand âge et tout le problème de l'autonomie. Et à un moment donné, nous sommes dit, pourquoi, il y a 3 ans, nous n'ouvrirons pas un salon de l'autonomie, et notamment avec comment le numérique pourrait être utile pour les notions de dépendance et de grand âge. L'autonomie des personnes âgées à mobilité réduite, sujet du 7-8 Société ce soir sur TV78. Émission enregistrée depuis ce salon Itonomie aux Mureaux. C'est après ce journal. Elles ont triplé en 10 ans. Les chirurgies de l'obésité sont passées de 20 000 à 60 000 par an en France. Le gouvernement souhaite mieux encadrer et sécuriser ces interventions, annonce hier de la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn à l'occasion de la journée régionale de l'obésité. Elle a détaillé sa feuille de route pour contrer la maladie qui touche en France 8 millions de personnes. Dès l'an prochain, les centres hospitaliers seront soumis à une autorisation basée sur un seuil d'activité minimale pour pouvoir pratiquer la chirurgie bariatrique, intégrer aussi davantage les associations dans le parcours des patients qui doit être mieux coordonné et décloisonné. Écoutez la réaction à ce propos des Poids Plumes, l'une des associations qui travaillent dans le département, notamment à Poissy, à Saint-Germain-en-Laye, Port-Marly ou encore Trappes.
Il est vraiment nécessaire de renforcer cette chirurgie puisque dans certains établissements, la chirurgie n'est pas du tout cadrée. On a des parcours qui sont réduits. Je vous prends un exemple. On peut se préparer à une chirurgie sous 3 semaines. Donc ça, c'est complètement délirant. Quand on pense qu'il est nécessaire de se préparer au moins 6 mois, c'est ce que la Haute Autorité de Santé indique, c'est au moins 6 mois de parcours préopératoire. Et bien entendu, c'est un suivi à vie. Nous sommes très heureux que Madame Buzyn a annoncé qu'il fallait que les associations de patients soient partie intégrante des parcours de soins et qu'on ait un réel partenaire avec les équipes médicales et paramédicales tout autour de l'obésité. Priorité donnée également aux jeunes et au grand public au travers d'actions de sensibilisation et aussi de promotion pour une meilleure formation des professionnels de santé et des acteurs de l'obésité. Pendant que Dassault Aviation livrait le premier de ses 36 Rafales commandés par l'Inde ce mardi, son partenaire Thales organisait un afterwork de recrutement au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Quel lien entre ces deux événements ? Eh bien, le site de Thales à Élancourt produit plusieurs systèmes installés sur le Rafale, un site qui recrute actuellement 450 personnes. Reportage de Nicolas Dandry. Une session de recrutement au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, c'est l'idée de l'entreprise Thales implantée à Élancourt. 150 candidats ont été conviés à cet événement. Objectif, trouver des talents saint-quentinois pour des postes d'ingénieurs et de techniciens avec un niveau minimum de Bac+2. On a tout intérêt à favoriser un bon équilibre entre vie personnelle, familiale et vie professionnelle en réduisant les temps de trajet et en apportant des opportunités de carrière aux ingénieurs et aux techniciens sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. Concevoir le cerveau du Rafale, c'est la principale activité du site Thales d'Élancourt. Des radars, des équipements d'information, d'écoute de guerre électronique et des systèmes optroniques. Plusieurs dispositifs pensés et fabriqués à Saint-Quentin en Yvelines. Ces conceptions, en fait, allient énormément d'expertise, donc à la fois de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique et du logiciel, qui sont en fait maîtrisés par très peu de pays dans le monde. Il y a évidemment un aspect de compétences techniques, mais au-delà, ce qu'on recherche, c'est des profils, c'est des caractères, c'est des savoir-être. Nous préparons le futur du Rafale et les systèmes complexes de demain qui ne seront pas limités juste à quelques aéronefs, mais du système de système. Et travailler aux architectures de demain est un enjeu aussi important. Le site Thales d'Élancourt propose actuellement 450 contrats à durée indéterminée. Le territoire rambolitain expérimente en ce moment Tornado, un projet du véhicule autonome en zone rurale mené depuis 2 ans. Hier mardi, la 3e phase de ce test se déroulait à Gazeran, la première fois sur voie ouverte en pleine circulation entre la gare de la commune et la zone commerciale de Bel-Air. Expérimentation menée par l'agglomération Rambouillet Territoire et le groupe Renault au travers de sa voiture Zoé. Les interviews sont collectées par Manon Varaldo. Tornado, c'est pour ceux qui s'en souviennent le cheval de Zorro et qu'on pouvait siffler et qui venait chercher Zorro à ce moment-là. C'était un peu l'idée au départ, c'est de se dire on allait proposer sur le territoire une voiture qu'on pourrait siffler entre guillemets et qui viendrait chercher l'habitant chez lui pour l'emmener à un point B du territoire. Alors, on y est presque, voilà, donc on a travaillé avec nos partenaires et cette expérimentation date depuis 2 ans maintenant et se terminera en juin 2020 où elle circulera depuis le centre commercial de Carrefour qui est partenaire également jusqu'à cette fameuse gare de Gazeran par la route du Brec que nous empruntons aujourd'hui. On va mettre des capteurs qui vont percevoir l'environnement, des capteurs qui vont permettre à la voiture de se localiser sur la route et des softwares qui vont lui permettre de prendre la bonne décision au vu de son environnement. Un mot de politique avec les élections municipales en vue. C'est en mars 2020. À Guyancourt, le parti présidentiel de la République En Marche a investi un candidat. Grégory Pape, pharmacien de 40 ans, conduira la liste Nouvel Élan à Guyancourt. Il est l'animateur du comité local de LREM. Parmi ses soutiens locaux, Robert Cadalbert, l'ancien président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines entre 1998 et 2014. 4 listes sont d'ores et déjà en lice à Guyancourt. Celle du maire sortant François Morton, de Rodolphe Barry et de l'initiative citoyenne Décidons Ensemble à Guyancourt, dont le candidat n'est pas encore connu.
À Buc, la 26e édition du festival dédié à la bande dessinée se déroulera ce samedi et dimanche. Et pour en parler, deux invités. Jean-Marc Lerudelier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Buc et bonsoir Anissa Tamini, bonsoir. Directrice du service culturel de la commune de Buc. Alors pour la deuxième année consécutive, il y a un atelier de BD qui était organisé avec des personnes condamnées et suivies par la justice dans le cadre de ce festival qui est organisé à Buc. Et c'est Teroc, l'auteur d'épreuves, qui a dirigé cette opération devant la caméra d'Aurélie Ronce. La bonne ambiance est au rendez-vous pour cet atelier de bande dessinée un peu particulier. Les 5 participants sont des personnes condamnées et suivies par le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Yvelines. Cette opération a lieu dans le cadre de la 26e édition du Festival de Buc consacré au 9e art. Le but, c'est vraiment de travailler ensemble, de découvrir une activité qu'on ne connaît pas forcément et puis de pouvoir se dépasser aussi. Être dans la confiance en soi, le dépassement de « je ne connais pas, mais je peux y arriver ». Les participants ont eu 2 jours pour imaginer une bande dessinée. Comme l'année dernière, c'est le dessinateur Eroc à qui l'on doit notamment la série L'épreuve qui a conduit cet atelier. C'est un milieu qu'on ne connaît pas, c'est un type de public qu'on ne connaît pas non plus, parce que nous on fait des interventions scolaires, on va dans les écoles, les médiathèques. Là c'est intéressant déjà de travailler avec des adultes, ce que j'avais jamais fait moi avant l'année dernière. Ce que je trouve très sympa, c'est que chacun s'entraide, chaque participant donne un coup de main sur le dessin de l'autre. Pour ce petit groupe placé sous main de justice, cette activité a lieu dans le cadre d'un module de réinsertion. Je dessine énormément, oui. J'adore le dessin, donc tout ce qui est activité manuelle aussi, donc j'adore ça. Il prend son temps pour nous expliquer les bases, les conseils, comment on peut faire, etc. J'ai eu un prof qui était excellent, franchement, j'ai passé un agréable moment. Il m'a donné des conseils pour le fond, pour faire plus des reliefs, pour faire plus de la distance. Toutes les œuvres vont être réunies et seront exposées lors de la 26e édition du Festival de la BD à Buc. Atelier dans le cadre de ce festival de la bande dessinée au programme ce week-end donc à Buc, avec ce volet pédagogique, social aussi qui est développé depuis 2 ans, Jean-Marc Lerudelier, avec ces ateliers avec les personnes condamnées. Ça c'est important de développer ce sujet. On verra tout à l'heure un autre aspect, un travail mené avec les collégiens, mais voilà de développer cet axe pédagogique. Je crois que c'est un axe pédagogique prioritaire. Il faut montrer à ces personnes empêchées, si vous voulez, ce que c'est et rentrer par l'intérieur, rentrer avec un auteur pour essayer de décortiquer une BD, parce que une BD, on la lit, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé avant. Je crois que là, ils voient le travail qu'il faut faire et qu'il faut réaliser pour atteindre l'objectif final, qui est quand même la réalisation d'une BD ou la réalisation d'une fresque qui sera exposée effectivement lors du 26e festival de BD. Et ça permet de lancer le festival quelques semaines avant, une préparation, Anissa Tamini, de longue haleine. Voilà, ça fait plusieurs semaines que vous travaillez sur cet événement qui est annuel. On travaille quasiment toute l'année, déjà pour recruter les auteurs, pour choisir les auteurs, pour les convaincre de venir. C'est toujours pas facile. Enfin, c'est pas facile. Il faut aussi, on a une 50aine d'auteurs qu'il faut convaincre de venir au Festival BD. Ils viennent avec plaisir, on les remercie d'ailleurs. Et donc c'est un travail, oui, assez long, mais c'est que du bonheur. Voilà. Et ça a d'ores et déjà démarré, puisque cette semaine, il y a des séances de dédicaces qui est organisées aujourd'hui. Il y en a d'autres vendredi, avant ce festival. En amont du festival, plusieurs dédicaces sont organisées un petit peu partout sur le territoire. Et donc, l'idée, c'est aussi d'amener, fédérer vers le festival à travers, c'est de délocaliser aussi le festival et d'aller le faire découvrir ailleurs que dans Buc. Et ça fait 26 ans qu'il existe à Buc. Buc et son château, qui est l'un des théâtres de l'album SOS Météore de Black et Mortimer. On est vraiment dans une commune de BD-Phile. Jean-Marc Lerudelier. On est dans une commune de BD-Phile, oui. Vous-même, vous êtes amateur de BD ? Alors, j'ai découvert la BD grâce au Festival de la BD. J'étais amateur de BD, comme tous les enfants. J'ai lu les Tintins, j'ai lu les Astérix, mais je n'étais pas rentré dans ce détail parce que vraiment, il y a une multitude de BD qui est présente. Et je crois que j'y suis rentré poussé par le festival. Et puis, quand on arrive au 26e, alors là, on est complètement bénéphile. Est-ce qu'on sent une notoriété montée d'année en année ? Je crois que l'année dernière, vous aviez été obligé d'installer des tentes en plus du château pour accueillir les auteurs, accueillir le public. Ça fait déjà 2 années ou 3 années qu'on installe des tentes. On a commencé au centre culturel, c'était trop petit. On est monté au château, c'est devenu trop petit. On met des tentes
Ça va devenir trop petit peut-être un jour, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça nous donne une belle surface parce que l'année dernière, on avait plus de 1000 mètres carrés accessibles à tous pour la BD. Parlons de l'affiche que l'on va voir, que l'on a sûrement dû voir s'afficher. Une affiche dessinée par Marc Hardy qui met en scène son personnage de Pierre Tombal devant les arcades de Buc, qui est un dénominateur commun que l'on voit sur les affiches chaque année. Oui, toutes les affiches en fait font référence aux arcades, qui est l'emblème de la ville. Mais après, l'artiste a vraiment carte blanche pour la seule demande, c'est vraiment les arcades de Buc pour le fil conducteur, on va dire. Voilà. Alors si on parle des auteurs, des dessinateurs qui sont présents, il y en a une cinquantaine cette année. Quelle est l'idée? Est-ce que c'est de proposer des auteurs avec une grande notoriété, aussi des auteurs qui ont du talent, qui sont moins connus? Tout est dans l'équilibre. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un plateau assez représentatif aussi de la population qu'on accueille, puisque l'idée, c'est aussi d'accueillir aussi bien les mordus de BD que les familles, que le jeune public. Et donc, l'idée, c'est d'offrir un plateau, je dirais, équilibré pour que toute personne qui puisse venir au festival puisse y trouver aussi sa place. Mais aussi, on a aussi des auteurs qu'on encourage. C'est aussi le rôle de ce festival, c'est aussi de lancer des gens. Donc, on est vraiment dans cette équation qualité, mais en même temps ouverture. Et parmi eux, il y aura des collégiens, 2 établissements de plaisir et d'Orgerus ont participé à un atelier encadré par le dessinateur bucquois Marc Védrine. Mélanie Poquier pour le sujet. C'est l'aboutissement de 8 mois de travail. Ces collégiens sont devenus, le temps d'une année scolaire, scénaristes et dessinateurs de bandes dessinées. J'ai déjà envie depuis longtemps de faire un métier dans le dessin, donc ça m'a tout de suite plu. Faire un projet en groupe, ça nous permettait de plus participer et puis tout le monde pouvait participer, il ne fallait pas connaître une réponse, on nous proposait nos idées, etc. Donc c'était vraiment bien. Le storyboard, c'était sympa à faire en classe avec M. Vincent parce qu'il y avait toutes les idées qui s'entrechoquaient, c'était sympa du coup de voir les plans se défiler au tableau. Un travail réalisé en classe dans 2 établissements yvelinois, Blaise Pascal de Plaisir et Georges Pompidou à Orgerus. 97 élèves ont planché sur le thème du fantastique en cours de français et d'art plastique. Ce qui est très net, c'est que ça les a soudés. Donc ça a permis aux classes d'être vraiment, d'avoir une cohésion, une dynamique intéressante. Après, il y a des élèves qui ont des talents naturels pour le dessin, qui se sont évidemment très épanouis dans ce projet. D'autres qui, au contraire, étaient plus en difficulté, mais qui n'ont pas pour autant été laissés sur le bord du chemin. Le projet a été pensé par la ville de Buc et soutenu par le département des Yvelines. Les 4 classes ont été encadrées par un auteur reconnu, Marc Védrine, auteur d'Islandia ou Force spéciale. Quand on n'est pas du métier, on ne réalise pas à quel point réaliser une bande dessinée, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Et en recherche, de documentation, de costumes. Il y a des histoires qui se passent en 1870, donc il faut faire des recherches de décors, de costumes, tout ça. Comme leurs illustres aînés, ces apprentis BDistes exposeront, voire dédicaceront leurs créations lors du festival qui se tient les 12 et 13 octobre. Et on voit ce travail, cette BD qui finit ce travail des collégiens. Vous me disiez tout à l'heure, Jean-Marc Le Rudulier, le moment où vous remettez cette bande dessinée aux collégiens, c'est quelque chose de... C'est un moment inoubliable. C'est pour eux, je pense que pour eux, c'est inoubliable. On voit s'ouvrir leurs yeux parce qu'en fait, ils ont travaillé sur les planches, ils ont dessiné, mais ils n'ont pas vu l'aboutissement. Et ça, l'aboutissement, je crois que ça a été vraiment pour tous les enfants qui étaient là, pour tous les collégiens, pardon, parce que c'est plus des enfants, pour tous les collégiens, c'est vraiment un moment de bonheur. Donc un travail mené avec les scolaires. On arrive dans la dernière minute de cet entretien pour présenter le programme. Il y aura de la dédicace, des rencontres, des expositions sur ce festival. Alors, c'est un festival qui a 3 axes, un volet culturel, via les dédicaces et la rencontre avec les auteurs, un volet pédagogique avec le travail qui a été fait avec les enfants, les jeunes, les gens du SPIP, un volet aussi patrimonial, puisque l'idée c'est de présenter aussi le château avec son histoire. Et donc il y en a un petit peu pour tout le monde, un programme plutôt riche avec la présence des associations, des centres de loisirs, toutes les forces locales qui viennent et qui rentrent dans cette thématique qu'est la BD et qui offrent en tout cas aux visiteurs une journée formidable. Tout est prêt pour samedi et dimanche ?
Oui. Et on retrouve le programme complet sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Jean-Marc Lerudelier, maire de Buc, et Anissa Tamimi, directrice du service culturel de cette commune. 26e festival de la BD de Buc, c'est samedi et dimanche. Rendez-vous de 10h à 18h. L'entrée est gratuite. Comme tous les mercredis, petit tour dans les salles de cinéma de notre territoire. Ce soir, direction l'UGC Ciné SkyWest à 50 ans en Yvelines, avec à l'affiche Joker de Todd Phillips, les origines de l'ennemi juré de Batman, Lion d'or de la dernière Mostra de Venise. Qu'en a pensé le public? Aurélie Ronze et Mélanie Poquet sont allés recueillir vos impressions. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Il n'y a rien à voir avec les films de super-héros habituels, où ça explose dans tous les sens, où tout le monde est super génial. Là, c'est plutôt le côté psychologique, ce qui change pas mal des films habituels qui n'ont pas vraiment de fond, et là, c'est très intéressant. Les images étaient très symétriques, du coup, ça nous mettait à l'aise, et du coup, ça faisait vraiment un contraste avec le jeu d'acteur qui était très perturbant, très oppressant même. Le côté psychologique est vraiment très frappant du personnage et de l'histoire. Et on comprend mieux aussi les origines de ce personnage, et on comprend mieux aussi les origines de Batman. Les images, le jeu d'acteur incroyable, t'es mal à l'aise avec le corps qu'il a. Enfin, c'est vraiment incroyable ce qu'il a réussi à faire. C'est la manière dont c'est tourné, la manière dont c'est filmé, vraiment concentré sur le personnage, sa famille, sa maman, etc. Je trouve que ça change un peu la façon dont on peut voir le Joker aussi, quoi. C'était vraiment profondément noir. Et ça m'a touché dans un niveau que... C'est la première fois que j'ai regardé un film et ça m'a donné ce sentiment. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie. Joker, donc à l'affiche dès aujourd'hui dans vos cinémas. Cette action à présent au parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse qui s'est déroulée cet été. De nombreux oiseaux ont été répertoriés au cours d'une opération de comptage au sein du site Natura 2000, le massif de Rambouillet. Y ont participé 8 associations naturalistes. Retour sur cette opération avec Gwenaëlle Saint-Hilaire. Reconnaissez-vous ce bruit si particulier ? Chants, cris ou battements d'ailes, c'est l'engoulevent d'Europe. Chaque soir, pendant une semaine, 75 personnes ont pu participer au recensement de cette espèce. Chaque groupe était envoyé sur des points d'écoute différents à partir de Bullion. Un inventaire organisé par l'Office national des forêts et le parc naturel de Chevreuse au sein du massif de Rambouillet. 8 associations naturalistes, des particuliers, ainsi que des membres du parc naturel de Chevreuse et de l'ONF se sont rassemblés à partir de 21h pour participer à ce projet environnemental. L'objectif est de retranscrire tout ce qu'on va observer par rapport à chaque site d'écoute. Il s'agit de noter tous les oiseaux chanteurs entendus et les oiseaux observés. La particularité, c'est un oiseau crépusculaire qui a donc une activité à la tombée du jour. Notre groupe s'est rendu au bois de Rochefort, espace naturel sensible du département des Yvelines. 3 points d'écoute, quelques minutes de marche. C'est le moment d'ouvrir grand ses oreilles et d'être à l'affût de ce cri surprenant. Ça c'est un mâle, tache blanche sur les ailes. L'engoulevent d'Europe, en fait, utilise des zones de landes naturelles ou même des landes, ça peut être des jeunes boisements forestiers, sur des zones sableuses. 23h30, la période de chasse de cet oiseau est terminée. Il est temps de rentrer et de comparer les résultats trouvés. Bilan de ces 5 soirées, une centaine de points d'écoute échantillonnés, près de 150 oiseaux vus ou entendus, essentiellement des mâles, mais aussi des poussins et même un œuf couvé par une femelle. Pour les organisateurs, ce comptage a eu beaucoup de succès. Pour les participants, c'était une rencontre avec un oiseau méconnu du grand public et la découverte de son milieu de vie fragile. Mais une question demeure, pourquoi ce nom ? Eh bien, c'est un insectivore qui chasse en volant avec la bouche grande ouverte, d'où son nom, l'engoulevent.
il avale le vent. Et du sport pour terminer, l'Amundi Open de France se déroulera, vous le savez, du 17 au 20 octobre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Une date inhabituelle attribuée par l'European Tour, l'organisateur, mais cela va d'ores et déjà changer. Le tournoi va retrouver la période estivale dès 2020. Le rendez-vous sera programmé du 2 au 5 juillet. Une bonne nouvelle selon le directeur technique national Christophe Muniesa, joint par Michael Elmidoro. On a travaillé avec le Tour européen pour faire en sorte que l'Open de France retrouve une date plus clémente dans le calendrier et on est effectivement ravis que dès 2020, l'Open se déroule de nouveau fin juin, début juillet. Ça nous semble une date plus propice pour attirer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour dès demain pour une nouvelle édition d'Information locale. Belle soirée sur TV78.